sommes à Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Les forces armées viennent de reprendre la partie est de la ville aux djihadistes de Daesh. Mossoul, la capitale autoproclamée de l'État islamique. Tout un symbole. Partout, des habitants qui semblent soulagés. Le général Abdelghani al-Assadi savoure en libérateur. Laissez-le passer, laissez-le passer. Avec plaisir. Quand ce quartier a-t-il été libéré? Il y a 5 jours, et vous pouvez voir comment la population reçoit nos soldats. Ils nous accueillent avec le sourire, avec des saluts et de la joie. Donne-moi une cigarette. Vous savez, quand on est reçu avec le sourire d'un enfant, avec son innocence, on ne peut pas être plus heureux que ça. C'est pour ça que je vais m'en fumer une. Daesh a régné sur Mossoul pendant plus de 2 ans, avec aux commandes le chef de l'organisation, Abou Bakr al-Baghdadi. Ici, il a fait régner la terreur, sans même avoir à se montrer, secret, invisible, insaisissable. En revanche, il a laissé son empreinte partout. Dans cette maison se trouvait l'un des QG de son organisation. C'est quoi ce livre? Un livre de Daesh? Oui, regardez, c'est leur drapeau. Ces partisans disent qu'al-Baghdadi est un érudit, qu'il connaît parfaitement le Coran. Un érudit, mon œil. Il altère les textes coraniques et les préceptes de l'islam. L'islam ne cautionne pas ce type de principe. L'islam dit non à la violence, non à la haine. Ils ont tout falsifié. Qui est cet homme qui terrorise le monde entier? Cet homme que personne ne connaissait il y a à peine 3 ans. Cet homme à l'origine des attentats de Paris, de Nice, de Bruxelles ou encore de Berlin. J'ai fait allégeance au calife dès la déclaration du califat. Nous prêtons allégeance au commandeur des croyants, Abou Bakr al-Baghdadi. Hamidi Koulibaly, le tueur de Montrouge et de l'Hypercacher en 2015. Kermiche et Petit Jean, les assassins du curé de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet dernier. Ils ont tué en son nom. Nous sommes partis sur les traces de celui qui est devenu le nouveau Ben Laden, en plus sanguinaire. Al-Baghdadi a surpassé l'architecte du 11 septembre en se dotant d'un vaste territoire et d'une armée qui a compté jusqu'à 50 000 hommes. Une enquête sous haute tension, notre équipe a été menacée. L'homme au téléphone m'a dit qu'il pouvait nous tuer à tout moment. Et avec le numéro de ma voiture, ils peuvent m'attraper en bas de chez moi. Il est dangereux de poser trop de questions sur celui qui cherche à rester invisible. Même ses soldats le surnomment Al-Shaba, le fantôme. Il n'existe qu'une seule vidéo connue de lui. Une vidéo de propagande. Au cours de notre enquête, nous avons découvert des photos inédites du maître de Daesh. Nous sommes allés en Irak, au Liban, en Jordanie, aux États-Unis. Nous avons retrouvé son ex-femme et sa fille. Quel est le crime de cet enfant? Elle est punie parce qu'elle est la fille de l'ennemi public numéro 1 dans le monde. En prison, nous avons pu parler à son ancienne belle-sœur, une kamikaze, arrêtée juste avant de se faire exploser. Il m'a dit « Tu vas pouvoir tuer 200 personnes ». Moi j'ai répondu « 200 ? C'est trop peu, j'en veux plus. Je vais en tuer 1000 pour venger mon mari ». Nous avons suivi son parcours, du petit djihadiste coincé au chef incontesté de Daesh.
Al-Baghdadi était prisonnier ici, au camp numéro 6. Je n'imaginais pas que cet homme-là, qui était notre imam au camp Bouka, allait se transformer à ce point. Je peux vous dire que c'est une métamorphose radicale. Portrait du calife de la terreur, l'homme dont la tête est mise à prix, 23 millions d'euros. Le 4 juillet 2014, dans la grande mosquée de Mossoul. C'est la toute première fois que le maître de Daesh se montre en public. C'est aussi la seule vidéo qui existe de lui. Ces images de propagande ont été tournées par le service communication de Daesh. Objectif, annoncer au monde qu'Abou Bakr el-Baghdadi n'est plus un chef de guerre, mais un chef d'État, le chef de l'État islamique. Ce jour-là, il se proclame calife, le leader de tous les musulmans. وهذا واجب على المسلمين والذين يأثمون أن يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته. Nous avons retrouvé une journaliste de Mossoul qui a vécu sous le règne du calife. Bonjour, je suis Randa. Depuis, elle a fui la ville. Son mari était dans la mosquée ce fameux jour. Il lui a tout raconté. Les fidèles priaient. Ils ne savaient pas qui était cet homme qui est apparu devant eux. Il n'y avait pas le prêcheur habituel du vendredi. Ce jour-là, il n'était pas là, il avait disparu. On ne savait pas ce qui lui était arrivé. 3 semaines plus tôt, Daesh a conquis la ville. Dans la mosquée, les fidèles assistent ce jour-là, en première ligne, à un coup d'État. Al-Baghdadi voulait donner l'impression que c'était lui qui maîtrisait tout, qu'il était aimé du peuple. Mais tout cela était très organisé, et cela a été fait sous la pression des armes. Tous ceux-là sont debout pour assurer sa sécurité. Regardez, quand les fidèles se prosternent, on distingue bien les gardes qui restent debout. Là, c'est un garde, ici devant le pilier, et ici aussi. C'est le bureau de propagande de Daesh qui a flouté ces hommes. Regardez là, son arme. Lui, c'est un garde de Daesh. Donc Baghdadi, pour prier, a besoin d'armes et de protection? Oui. Il n'est pas sûr de lui à Mossoul. Non, évidemment. Ce jour-là, les réseaux téléphoniques ont été coupés, ainsi que l'Internet et les autres moyens de communication, afin qu'il soit en sécurité à son arrivée à la mosquée. Personne parmi les habitants de Mossoul n'a pu le prendre en photo ou le filmer. C'était interdit. Il ne fallait pas bouger. Dans un silence glacial, Al-Baghdadi s'apprête à prendre la parole. Là, on voit à sa manière de monter l'escalier, à la manière dont il garde son bras immobile, qu'il portait une arme sous sa tunique. وإن أردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله وحرضوا المؤمنين واصبروا على تلك المشقة. Chaque mot de son prêche annonçait ses actes à venir. Il ne nous a pas promis le paradis, mais la guerre, ce qu'on appelle le djihad. Al-Baghdadi devient le porte-voix du djihad mondial. Un destin inimaginable pour ceux qui l'ont connu dans sa jeunesse, pauvre et introverti. Son histoire commence à Samarra, à 1 heure de route de Bagdad. À notre arrivée, des militaires en nombre et bien armés. La zone est dangereuse, régulièrement frappée par des attaques terroristes. Pour notre sécurité, une patrouille va nous accompagner. Allez les gars, allez on y va.
La semaine dernière, des kamikazes ont attaqué un poste de police, mais Dieu merci, on a pu les abattre. On va à la maison d'Abou Bakr al-Baghdadi. Notre escorte nous emmène à sa maison d'enfance, désertée par la famille d'El-Baghdadi depuis la proclamation du califat, par crainte de représailles. La porte est cadenassée. Les soldats doivent la forcer pour nous faire entrer. Les hommes sont méfiants. Tout d'abord, il faut s'assurer qu'il n'y a rien de suspect dans la maison. Attention. Recule. Fais attention. Fais attention. Ils vérifient que la maison n'est pas piégée. Il n'y a rien. Voici donc l'endroit où Abou Bakr el-Baghdadi a grandi. Il est né ici, en janvier 1971. La taille de la maison est trompeuse. Le foyer est en fait modeste. Ses parents étaient des paysans illettrés. D'après ce qu'on nous a dit, voici la chambre qu'occupait Abou Bakr al-Baghdadi. Il a habité ici jusqu'à son adolescence, avant de faire des allers-retours à Bagdad pour aller au collège. Nous rencontrons un voisin qu'il a longtemps fréquenté. Juste derrière la maison, il nous emmène à un terrain de football, la première passion du futur calife. Il l'a connu sous son vrai nom, Ibrahim Awad al-Badri. Ici, c'est le terrain de foot où jouait Ibrahim, surnommé aujourd'hui al-Baghdadi. Il avait une équipe de foot que l'on appelait l'équipe des Mollahs. Et maintenant, il interdit ce que lui-même faisait. L'équipe des Mollahs, car al-Baghdadi et ses partenaires étaient salafistes. Football et religion étaient alors compatibles à ses yeux. Aujourd'hui, jouer au ballon est un crime sur les territoires contrôlés par l'État islamique. Plus tard, il commence à donner des cours de religion aux jeunes dans cette mosquée, à côté du terrain de foot. À l'intérieur, nous rencontrons le cheikh qui porte le même nom que lui, Al-Badri. C'est un membre de sa tribu. Il se souvient du jeune homme qui rêvait de devenir imam. Quand il était petit, il fréquentait cette mosquée. Sa maison était juste à côté. Plus tard, nous avons accepté qu'il conduise certaines prières parce qu'il avait une belle voix et qu'il connaissait le Coran par cœur. Il l'a fait plusieurs fois. Quand il s'est autoproclamé émir, on ne l'a pas cru. Il était pauvre, tellement pauvre. Quand je l'ai appris, je me suis dit, c'est un mensonge. Émir, lui. Un garçon pauvre, ordinaire. Ses proches ne décèlent chez lui aucun goût pour la violence. Al-Baghdadi passe son bac. Nous avons pu nous procurer une copie de ses résultats. En haut, sa photo d'identité, à l'âge de 18 ans. Il a eu d'excellents résultats en maths, 98 sur 100. En revanche, c'est un élève moyen dans toutes les autres matières. Trop moyen pour faire du droit, comme il l'espérait. Il s'inscrit donc à la seule faculté qu'il accepte, à Bagdad, en théologie. Il s'installe à Topchi, un quartier populaire de la capitale. Il est dangereux de filmer ici. Daesh a des yeux et des oreilles dans la zone. Et puis il y a les milices chiites qui terrorisent la ville. Quelques jours avant notre tournage, une journaliste irakienne a été enlevée chez elle. À son arrivée, Abou Bakr el-Baghdadi fréquente cette mosquée, qui devient presque sa deuxième maison. C'est interdit de filmer. Il faut une autorisation du ministère de l'Intérieur. Vous savez pourquoi c'est interdit ? Pourquoi? Parce qu'on a reçu des ordres. Les forces de l'ordre craignent que la mosquée ne devienne un lieu de pèlerinage pour les adeptes du calife, ou que ses ennemis n'y commettent un attentat.
À quelques pas, son ancien appartement. C'est cette maison-là? Oui, c'est cette maison. Il habitait ici? Oui. Sur les murs, un message tagué. Homme recherché par les tribus. Une menace adressée directement à al-Baghdadi par les grandes familles de la région auxquelles il a causé du tort. Nous finissons par trouver un homme qui a connu le futur calife à l'époque et qui accepte de nous parler, mais à l'abri des regards. Il a assisté à la métamorphose du jeune Abou Bakr el-Baghdadi. Dans sa jeunesse, c'était quelqu'un de gentil, de sympathique. On jouait au foot ensemble. Mais après, il s'est replié sur lui-même et il est devenu colérique. Il a abandonné le foot, les jeux, la belle vie pour s'orienter vers la mauvaise voie. Il souhaitait que tout le monde rentre dans le rang en expliquant tout ce qui était interdit. Pour lui, la vie n'était que souffrance. Il disait que tout était péché. Il nous compliquait l'existence. L'homme se souvient même de ses premiers épisodes de violence. Un jour, il y avait un mariage dans le quartier. Il est entré et s'est bagarré avec les invités, sous prétexte que la mixité entre les deux sexes est interdite, que c'est péché, que c'est quelque chose que l'islam n'accepte pas. Il a fait un scandale, alors que les gens dansaient, faisaient la fête, étaient heureux. Et les mariés étaient cousins, des gens du quartier. En quelques années, le jeune fan de foot est devenu un islamiste convaincu. Et un enchaînement d'événements va finir de le faire basculer. Après le 11 septembre 2001, les États-Unis prétendent que l'Irak est en partie responsable des attentats et que Saddam Hussein est une menace pour le monde occidental. Le 20 mars 2003, le président George W. Bush, portrait de sa famille sur le bureau, déclare la guerre. Mes chers compatriotes, à l'heure où je vous parle, les forces américaines et de la coalition ont commencé leurs opérations pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave danger. En quelques semaines, l'armée de Saddam Hussein est balayée. Mais en réponse à l'invasion américaine, plusieurs dizaines de groupes armés, la plupart djihadistes, se constituent et ripostent. Le plus redoutable, Al-Qaïda en Irak, sous la coupe d'Abu Musab al-Zarqawi. Il multiplie les attentats. Il s'agit le plus souvent d'attaques suicides. Des kamikazes foncent sur leurs cibles dans des véhicules bourrés d'explosifs. Abou Bakr el-Baghdadi vit alors toujours à Topchi. L'islamiste devient djihadiste. Il crée son propre groupuscule, qui mène quelques attaques sans envergure. L'un des leaders de l'insurrection anti-américaine se trouve aujourd'hui à Amman, en Jordanie. Nous le rencontrons dans une petite mosquée de quartier. À la fin de la prière, il nous invite chez lui. Regardez comme ma barbe était longue. En 2003, il fonde l'armée islamique d'Irak, un groupe djihadiste qui commet de nombreux attentats. Et qui publie sur Internet des vidéos de propagande comme celle-ci. Il prend également des Occidentaux en otage, dont les journalistes français Christian Chesneau et Georges Malbruno. Il a passé 6 ans en prison en Irak, avant d'être libéré à condition de quitter son pays. Dabash a bien connu les chefs de la guérilla anti-américaine, dont le plus puissant, Zarqawi.
Mais selon lui, à l'époque, al-Baghdadi n'était qu'un second couteau. Il n'était pas en vue. Je suis imam et autour de moi, il y avait 15 mosquées. J'en connaissais tous les responsables. Mais lui, c'était une personne de deuxième catégorie. Il n'était pas connu. Je le saluais, mais je ne connaissais même pas son nom. En 2003, quand la résistance a commencé, il y avait de nombreux groupes de combattants. Chacun de ces groupes avait un rôle important et leur commandant était bien connu. Mais al-Baghdadi, ce n'était pas un commandant. Selon Dabash, une étape dans la vie d'al-Baghdadi va le faire passer d'un second rôle du djihad au tout premier. C'est en prison, au camp Bouka, qu'il s'est radicalisé. C'est à l'intérieur qu'il a prêté allégeance à Al-Qaïda, puis il en est rapidement devenu l'un des commandants, car il était vif, rusé et apprenait vite. Tout s'est passé derrière les barreaux. Le camp Bouka, tenu par les Américains au lendemain de l'invasion du pays. L'une des plus grandes prisons d'Irak, que l'on a surnommée l'école du djihad. La plupart des dirigeants de Daesh y ont été prisonniers, dont le premier d'entre eux, Abu Bakr al-Baghdadi, arrêté en février 2004, près d'un an après le début de la guerre. Nous nous rendons sur place. L'ancien camp Bouka se trouve à côté de la grande ville du sud de l'Irak, Bassora. Pour nous accompagner, plusieurs militaires bien armés et un ancien prisonnier, Abu Ammar. Lui a été accusé d'être un insurgé anti-américain. Il est resté emprisonné 7 mois avant d'être relâché faute de preuves. Le camp se trouve à 1 heure de route. Bonjour. Il y avait des gardes à l'extérieur tout autour, des patrouilles qui quadrillaient constamment la zone, des avions qui survolaient le camp et des gardiens dans les miradors. Les miradors sont là-bas. Il n'existe que quelques vidéos de l'époque. Le camp est ouvert en 2003. Il porte le nom d'un pompier américain mort dans les tours de New York le 11 septembre 2001. À l'intérieur, 20 000 prisonniers. D'un côté, tous ceux qui sont soupçonnés, de près ou de loin, d'être membres de groupes djihadistes. De l'autre, des soldats de l'armée de Saddam Hussein, arrêtés pendant les combats. Ce sont ces deux groupes réunis qui, plus tard, formeront l'État islamique autour d'Abu Bakr al-Baghdadi. Les prisonniers vivent à la dure, sous des tentes ou des préfabriqués, au milieu du désert. Voici la fiche carcérale d'Abu Bakr al-Baghdadi, le jour de son arrestation. On y lit que c'est un sunnite, en bonne condition physique. Profession, secrétaire. Pour les Américains, il n'est pas rattaché à un groupe djihadiste. Il a été arrêté par hasard chez un ami soupçonné de terrorisme. Le camp Bouka a été fermé en 2009. Il ne reste que des vestiges qu'Abu Ammar, l'ancien prisonnier, revoit pour la première fois depuis sa libération. En tout, plusieurs centaines de milliers d'hommes y ont été détenus sans être jugés. Ça, c'est le bracelet qu'on donnait à tous les prisonniers quand ils arrivaient. Mon numéro de matricule, c'était le 313 583. Pourquoi vous le gardez? Pour me souvenir. Certains prisonniers passent plusieurs années à Bouka. Dans une tente comme celle-ci, on était parfois 40, parfois 30. Ils nous donnaient des matelas qui étaient posés par terre, alignés comme ça, de ce côté, et la même chose de l'autre côté, et au milieu, c'était vide. En 2004, lorsqu'al-Baghdadi est retenu ici, les prisonniers sont mélangés. Sunnites, chiites, djihadistes et modérés vivent côte à côte. Des réseaux se constituent.
Al-Baghdadi dort ici, dans la section numéro 6, détruite depuis la fermeture du camp. C'est ici, sur ces parpaings, qu'étaient posés les préfabriqués de la section numéro 6. De ce côté et de l'autre côté. Al-Baghdadi était prisonnier ici, dans la section numéro 6. Le futur calife y passe 9 mois. Certains camarades de détention deviendront ses plus proches collaborateurs quelques années plus tard. Des djihadistes comme Manaf al-Rawi, par exemple, qui planifiera des attentats sanglants à Bagdad après sa libération et sera exécuté en 2013. Mais aussi des officiers de Saddam Hussein, comme Haji Bakar, ancien lieutenant-colonel, qui deviendra l'un des principaux conseillers d'al-Baghdadi. C'est derrière ces barbelés que tous ces hommes se seraient rencontrés et qu'ils auraient commencé à préparer l'avenir. Une information que nous allons vérifier de l'autre côté de la planète, aux États-Unis. À Washington, nous avons rendez-vous avec Anne Speckard. C'est une psychologue, spécialiste du djihadisme. En 2007, elle est embauchée par l'armée américaine pour mettre en place un programme de déradicalisation dans le camp Bouka. Les soldats sentaient déjà qu'un monstre grandissait à l'intérieur de la prison. Certains parmi les prisonniers les plus durs étaient mélangés avec d'autres, qui avaient juste été pris dans des rafles. Les militaires avaient des preuves de leur implication. Sur les images des caméras de surveillance, on voyait ces hommes apprendre aux autres à fabriquer des bombes en dessinant dans le sable. Mais les officiers américains ont finalement décidé de ne pas appliquer son programme de déradicalisation. Pour elle, c'est l'une des causes de la constitution du futur État islamique. On sait qu'al-Baghdadi et que la plupart des membres de Daesh étaient au camp Bouka, qu'ils se sont rencontrés et ont commencé à travailler ensemble là-bas. Nous avions mis en place notre programme pour tenter d'atteindre des gens comme eux et leur expliquer que le terrorisme n'était pas une bonne réponse à leurs problèmes. On n'a pas utilisé notre programme. Il était prêt, mais on ne l'a pas utilisé. C'était une erreur. Et maintenant, on a ça. Pas sûr que ces arguments auraient freiné al-Baghdadi et les autres. Mais elle le confirme. C'est bien à Bouka qu'ils ont commencé à s'organiser. Reste à comprendre comment l'enfant pauvre de Samara est devenu le chef du djihad mondial. Retour en Irak, à Bagdad. Il existe une unité d'élite des renseignements. Son nom, les Faucons. Ils connaissent les plus grands secrets d'Abou Bakr al-Baghdadi. Exceptionnellement, ils ont accepté notre caméra dans leurs locaux. Pour leur sécurité, leurs visages sont floutés. C'est interdit de filmer dehors, seulement à l'intérieur. La mission des Faucons, traquer les chefs de Daesh, et en premier lieu, l'homme au sommet de la pyramide. La plupart de leurs informations n'ont jamais été révélées au public. Ils nous amènent un prisonnier, menottes au poignet et bandeau sur les yeux. L'une de leurs plus belles prises. C'est l'un des grands chefs religieux de Daesh. C'est lui, par exemple, qui a autorisé la destruction de lieux de culte non musulmans à Mossoul. Pendant l'interview, il est surveillé de près par ses geôliers. Difficile de savoir comment il est traité, et donc s'il peut nous parler librement. Est-ce que je parle à visage découvert? Non, non, ton visage sera masqué. Dieu merci. Il l'affirme. Il a connu personnellement Abou Bakr al-Baghdadi au camp Bouka. Le camp Bouka abritait des chefs importants, des vrais leaders, que ce soit du côté sunnite ou du côté chiite. Chez les sunnites, il y avait Ibrahim Awad, connu actuellement sous le nom d'Abou Bakr al-Baghdadi. Il était dans la section numéro 6.
Mais à l'époque, d'après lui, le futur calife passait plutôt inaperçu. Il était très introverti, difficile à comprendre, à cerner. C'était un imam, mais très isolé et très discret. Ses prêches étaient froids, il manquait de charisme, et il était incapable de fédérer les fidèles autour de lui. Je ne sais pas si c'était sa nature ou s'il jouait un rôle, mais il faisait en sorte que son comportement n'attire pas l'attention. Je n'imaginais pas que cet homme-là, qui était notre imam à Bouka, allait se transformer à ce point. Je peux vous dire que c'est une métamorphose radicale. Ce sont les faucons qui vont nous expliquer la transformation du petit imam timide. Dans une pièce voisine, ils nous conduisent à un mur tapissé de photos. Ces hommes sont considérés comme les commandants de Daesh les plus dangereux. Ils étaient presque tous prisonniers des forces américaines dans la prison de Bouka. La plupart de ces chefs ont été tués. Certains sont emprisonnés en Irak et attendent d'être jugés. Très peu parmi eux sont encore en fuite. Et voici Abou Bakr al-Baghdadi. Voici sa photo. En prison, al-Baghdadi fréquente le gratin du djihad irakien. Faute de preuves contre lui, les Américains le relâchent fin 2004. Et c'est grâce à ses nouveaux amis rencontrés à Bouka qu'il se rapproche du plus grand terroriste d'Irak de l'époque, Abou Musab al-Zarqawi. Zarqawi mène une campagne de terreur en multipliant les attentats, les enlèvements et les exécutions. Les Faucons nous dévoilent ce document dans lequel le groupuscule d'al-Baghdadi se place sous l'autorité de Zarqawi. Ça, c'est le communiqué dans lequel il prête allégeance à l'émir Abou Musab al-Zarqawi. La relation entre eux était très forte, au point que Zarqawi l'a convaincu de se placer sous son autorité et de lui prêter allégeance. Dans les armoires des Faucons, d'autres trésors d'informations. Pour commencer, des photos inédites d'Abou Bakr al-Baghdadi. Ça, c'est une photo de lui durant sa jeunesse. Il portait l'habit traditionnel arabe. Et voici une autre ancienne photo de lui, toujours avec la barbe. Et celle-là, c'est une photo de lui à la prison de Bouka. On reconnaît parfaitement la tenue jaune des détenus. À chacune de leurs opérations, de nouveaux indices sur le maître du califat. Fin 2013, par exemple, ils le repèrent dans une maison isolée au nord de Bagdad. Ils arrivent trop tard, mais voici ce qu'ils découvrent. Abou Bakr al-Baghdadi dormait dans cet endroit-là. Il avait une cachette secrète sous le sol. En voici une photo plus précise. Al-Baghdadi vivait donc terré avant la proclamation du califat. Comme Saddam Hussein avant lui, arrêté dans une cage de ce type en 2003. À l'intérieur, les Faucons ont trouvé des armes, une ceinture d'explosifs, sans doute pour éviter d'être capturés vivants, et des affaires personnelles, des documents exceptionnels qui permettent de mieux comprendre le mode de vie du calife. Quand nous avons perquisitionné la maison, nous avons trouvé ces photos récentes de lui, toutes celles-ci. Voici les photos de ces deux femmes actuelles, Asma al-Kubaisi et la seconde, Isra al-Kaisi. Ça, ce sont les fausses cartes d'identité de sa famille, ses enfants et ses deux femmes. Et là, nous avons trouvé des documents écrits à la main qui sont attribués à Abou Bakr al-Baghdadi. Sur ce cahier d'écolier, des petits cœurs un peu partout et des textes haineux, la prose d'Abou Bakr al-Baghdadi. Là, c'est un texte destiné à un des émirs de l'organisation à qui il dit qu'il veut frapper les Américains et les Juifs qui sont au Kurdistan. Ensuite, il lui écrit « Que Dieu te bénisse ». Selon les Faucons, le calife serait cerné.
Ils espèrent s'en débarrasser bientôt. Si vous parveniez à le neutraliser, serait-ce la fin de Daesh? Non, bien sûr. Daesh est une idéologie plus qu'un groupe de personnes, mais l'organisation en serait très affaiblie. La guerre est loin d'être terminée et nous allons vite en avoir la confirmation. Quelques heures après notre rendez-vous chez les Faucons, nous recevons un appel de notre guide irakien, paniqué. Quelqu'un lui a téléphoné pour menacer toute notre équipe. Nous devons quitter l'hôtel le plus vite possible. Nous le retrouvons. Il ne veut pas que l'on voie son visage. Nous ne faisons confiance à personne. C'est l'Irak ici. C'est le pire pays du monde. Qui nous menace? Impossible de le savoir. Notre guide et notre chauffeur nous emmènent dans un autre hôtel, ultra sécurisé, qui accueille principalement des diplomates. Pour y pénétrer, il faut passer par toute une série de barrages et de contrôles. On a une réservation. C'est la télévision française. Rien à signaler. L'homme au téléphone m'a dit qu'il pouvait nous tuer à tout moment. Et avec le numéro de ma voiture, ils peuvent m'attraper en bas de chez moi. On va devoir continuer sans nos accompagnateurs. Nous sommes en sécurité pour ce soir. Demain, nous quitterons Bagdad pour continuer notre enquête dans le nord du pays. Erbil, à 350 km de Bagdad. C'est la capitale du Kurdistan, une région autonome du pays. Nous allons essayer de comprendre pourquoi tant d'Irakiens comme al-Baghdadi ont rejoint les rangs du djihad au milieu des années 2000. Nous avons rendez-vous dans l'une des prisons de la ville. Une cinquantaine de prisonnières se trouvent derrière ces murs. Parmi elles, une Irakienne de 24 ans, arrêtée juste avant de déclencher sa ceinture d'explosifs. Ça, c'est la cuisine. J'y travaillais avant. Doha est un peu chez elle ici. Les détenus ont le droit de sortir de leur cellule pendant la journée. C'est moi qui ai fait la décoration de cette porte. J'ai dessiné ces fleurs. Ici, c'est la plus jolie partie de la prison. Une prison un peu surprenante. Derrière ces charmants petits rideaux, sa chambre cellule. Voici ma place. Un lit tout rose. Une ambiance enfantine pour cette femme qui était prête à se faire exploser. Cela fait déjà 9 ans que Doha a été enfermée ici, à l'âge de 16 ans. J'ai arrêté de grandir en 2008. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vieilli. J'aime par exemple la couleur rose. Je porte des vêtements d'enfant. Étrangement, je refuse de grandir. Peut-être que c'est mon cerveau qui refuse de grandir. Vous vivez avec combien d'autres prisonnières? 20. Ce qui m'aide le plus ici, c'est le Coran. C'est mon ami, c'est mon compagnon. Les livres de ce monsieur m'apprennent la patience. Par exemple, celui-là s'appelle « Une vie sans angoisse ». Des livres d'une star du développement personnel. Aujourd'hui, Cendrillon version Disney orne son frigo. Mais en 2008, Doha la kamikaze voulait tuer des Américains. La raison de son basculement, le désir de vengeance. Elle affirme que son mari, qu'elle a épousé à l'âge de 15 ans, a été torturé à mort par des soldats américains en 2007. C'est comme ça qu'on s'est mis d'accord avec mon recruteur. Je devais me faire exploser près d'une caserne militaire. Notre conversation téléphonique était enregistrée. Il m'a dit « Tu vas pouvoir tuer 200 personnes ». Moi j'ai répondu « 200 c'est trop peu, j'en veux plus. Je veux en tuer 1000. 1000 Américains pour venger mon mari ». Doha a changé après 9 ans de prison.
Ses proches, eux, restent des djihadistes purs et durs. Nous nous sommes procuré leurs photos. L'un de ses frères, à droite sur l'image, est parti faire le djihad en Syrie. Il est mort au combat. Son deuxième frère croupit dans une prison irakienne, en attente d'être exécuté. Il dirigeait une unité de Daesh. Son père est détenu en Syrie, accusé d'être l'un des principaux argentiers de l'État islamique. Mais l'un des membres de sa famille a un lien encore plus étroit avec l'actuel calife. Sa grande sœur, Sadja, n'est autre que l'ex-femme de l'ennemi public numéro 1, la seconde épouse d'al-Baghdadi. Nous demandons à Doha d'appeler sa sœur, avec l'accord de la directrice de la prison. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu, ma chérie? Dieu merci, tout va bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va, toi? Ne t'inquiète pas. Tu vas mieux? Mais oui, embrasse maman. Dis-lui que je vais bien maintenant, ok? D'accord, ma chérie. Au revoir. Depuis des semaines, nous cherchons à rencontrer sa sœur Sadja, l'ex-madame al-Baghdadi. Elle vit au Liban. C'est là qu'elle s'est réfugiée avec ses enfants. Après de longues négociations, elle accepte de nous rencontrer, à la condition évidemment de ne donner aucune information sur l'endroit où elle se cache. Nous emmenons Sadja dans une maison anonyme, quelque part dans le pays. Dans la voiture, Hadjar, 8 ans, la fille d'Abou Bakr al-Baghdadi. Les services secrets libanais ont confirmé cette filiation grâce à des tests ADN. Devant notre caméra, Sadja porte un niqab pour ne pas être reconnue. En temps normal, elle ne cache pas son visage. Sadja a 4 enfants, 2 jumeaux d'un premier mariage, Hadjar, la fille de Baghdadi, et un petit garçon avec son nouveau mari. Fais des petits pas. Marche. Fais des petits pas. Pousse-toi un peu, Omar. Donne-moi cette balle. Son premier mari est mort en combattant les Américains. À peine quelques mois plus tard, son père décide de la remarier. En 2007, elle devient ainsi la deuxième épouse d'al-Baghdadi. Je ne savais pas qu'il avait participé à la lutte contre les Américains. Je ne savais pas que c'était un résistant. Je savais seulement que c'était un professeur qui enseignait à la faculté et qui rentrait le soir à la maison. Il était compréhensif et savait se comporter avec les enfants. Il aimait beaucoup les enfants. À l'époque, al-Baghdadi est un cadre de la mouvance djihadiste. Contre toute attente, Sadja affirme qu'elle l'ignorait et que si elle l'a quitté, c'est à cause de la jalousie de la première épouse. Elle part, sans savoir qu'elle est enceinte. Il m'a laissé partir sans problème, parce qu'il a su dès le début que cette histoire de mariage, cela ne me plaisait pas. Mais 2 mois après mon accouchement, il a appris la naissance de notre fille et il m'a appelée. Il m'a dit que la fille était à nous deux, qu'il avait des droits sur elle. Moi aussi, j'avais des droits. Alors, je me suis éloignée. Est-ce qu'il vous a demandé de revenir? Oui, à plusieurs reprises, mais pour moi, c'était fini. 2 jours après notre dernière conversation, je l'ai vu, il m'a répudiée et c'était fini. Aujourd'hui, elle n'a qu'une crainte, qu'al-Baghdadi envoie des hommes pour lui enlever sa fille. D'autant qu'elle affirme condamner l'idéologie de Daesh. Fais ta prière normalement, ne regarde pas autour de toi. À son arrivée au Liban, elle a passé 1 an en prison avec ses enfants. Les autorités la soupçonnaient d'être toujours liée à son ancien mari.
Moi, je crois en ce verset. On ne paye pas pour la faute d'un autre. Même si cet homme-là est coupable de tous les crimes, de toute la violence, de terrorisme, ce n'est pas la faute de sa femme. Et cette petite fille, elle porte tous les crimes du monde sur ses épaules. Sa seule faute est d'avoir vu le jour. C'est son destin alors qu'elle n'a commis aucun crime. De quoi est-elle coupable ? Le monde entier est contre son père, mais elle, ce n'est qu'une enfant. Qu'a-t-elle à voir avec le terrorisme ou les guerres ? Sajjad décrit al-Baghdadi comme un père de famille bienveillant. Nous nous sommes procuré un autre témoignage, jamais diffusé jusqu'ici. Celui d'une ancienne esclave personnelle du calife. Suzanne a 14 ans. Elle est issue de la minorité yézidi, persécutée par Daesh. Elle dresse un tout autre portrait de lui. Lors de sa capture en 2014, elle s'est retrouvée avec d'autres jeunes filles face à al-Baghdadi et plusieurs de ses hommes. Elle n'avait que 12 ans. Comment tu as su qu'il s'agissait d'al-Baghdadi ? Je ne savais pas que c'était lui. C'est quand j'ai été sauvée et qu'on m'a montré des photos, j'ai dit que nous étions retenus chez lui et ils m'ont annoncé que c'était al-Baghdadi. Ils nous ont prises, lui et tous les autres. Ils nous ont frappés. Chacun leur tour, ils nous prenaient dans une chambre pour nous violer. Ils étaient violents. Et là, Baghdadi criait à ses hommes « Frappez-les, et si elles pleurent, recommencez. Battez-les encore. » Ils nous ont frappés partout sur le corps. On était rouges avec des bleus partout tellement ils nous battaient. Ensuite, al-Baghdadi nous a choisis comme esclaves domestiques. Les femmes et les jeunes filles yézidis capturées par Daesh sont traitées en esclaves et presque toutes violées. Plusieurs mois après sa capture, Suzanne a essayé d'échapper aux griffes d'al-Baghdadi avec d'autres filles. Elles ont été rattrapées. Et là, on a été battus à nouveau, encore plus violemment, mais cette fois par Baghdadi, ses femmes et ses enfants. Ils nous ont toutes frappées. Comment ils vous battaient ? Avec des chaussures, avec des bâtons, à coups de ceinture. Après plus de 2 ans de captivité, Suzanne parvient enfin à s'enfuir. Elle s'est réfugiée en Allemagne en octobre dernier. Elle a été entendue par la CIA, qui cherche à recueillir un maximum d'informations sur al-Baghdadi. Mais des centaines, voire des milliers d'autres femmes, toujours captives, attendent encore la fin de Daesh et de son chef. Au milieu des années 2000, al-Baghdadi grimpe dans la hiérarchie de l'État islamique en Irak, le nouveau nom d'Al-Qaïda dans le pays. En 2006, Zarqawi, l'ancien patron, est tué par les Américains. Al-Baghdadi devient alors progressivement incontournable au sein de l'organisation. Et 4 ans plus tard, à l'âge de 39 ans, il en prend la tête. Nous avons rendez-vous avec un chercheur et conseiller du gouvernement irakien en matière de lutte antiterroriste, Hicham al-Hachemi. Il a suivi de près la prise de pouvoir d'al-Baghdadi en 2010. À l'époque, l'État islamique d'Irak est toujours sous l'autorité d'Al-Qaïda et de son leader. Après sa nomination, une lettre a été envoyée à Ben Laden pour lui dire qu'al-Baghdadi avait été choisi comme émir. Al-Baghdadi prête ainsi allégeance au parrain du terrorisme mondial. Et il va tout de suite imprimer sa marque, le chaos. Il déchaîne une vague de violence sans précédent dans le pays. Durant toute cette période, al-Baghdadi n'avait avec lui que très peu d'hommes et peu de moyens financiers. Il a donc dû se concentrer sur de vastes opérations ciblées à Bagdad, ce qu'on a appelé les jours sanglants de Bagdad. Comme lors de ces terribles journées d'octobre 2010. Le samedi 30, une voiture piégée explose à 70 km de Bagdad, 26 morts. Le lendemain, les hommes de Baghdadi prennent 120 chrétiens en otage dans la cathédrale de la capitale, en pleine messe. 58 morts. 3 jours après, 13 attaques simultanées dans la ville feront 76 victimes.
Il frappait les centres de sécurité, de justice. Il frappait l'administration et les ministères. Il visait à détruire la cohésion de la société, le rapprochement qui était en cours entre chiites et sunnites. En 2011, le début du conflit en Syrie va lui permettre d'étendre un peu plus sa sombre influence. Il participe à la création d'une succursale de son organisation dans le pays voisin, le Front al-Nosra. Désormais, ces hommes combattent en Irak et en Syrie. Et en avril 2013, al-Baghdadi a annoncé l'unification de ces deux groupes sous le nom de l'État islamique en Irak et au Levant. L'État islamique en Irak et au Levant. En arabe, Daesh. Le monde découvre ce nom. Al-Baghdadi rompt avec Al-Qaïda. Il est désormais seul maître à bord. C'est la première fois qu'un groupe terroriste domine un si grand territoire, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Des millions d'habitants vivent sous sa coupe. Daesh tue, emprisonne, torture. Des soldats, des journalistes sont kidnappés. Leur captivité est mise en scène. Ils apparaissent vêtus de combinaisons colorées, en référence à celles que les Américains faisaient porter aux Irakiens à Bouka, ou dans la tristement célèbre prison d'Abu Ghraib. Le chef de Daesh ne s'arrête pas là. Ces hommes filment la mise à mort de centaines d'otages, avec parfois un enfant dans le rôle du bourreau. Une violence inouïe, condamnée jusque dans les rangs d'Al-Qaïda. Retour près du front, à Mossoul, avec le général Abdelghani al-Assadi. Il parade, entouré de ses hommes. Ce sont eux qui ont libéré une partie de la ville. Il espère la reprendre intégralement au plus vite. Mais en attendant, une question se pose. Où se cache Al-Baghdadi? Est-ce qu'il est encore vivant? J'espère qu'on va le capturer vivant pour lui montrer ce qu'est un vrai Irakien. Al-Baghdadi, s'il est encore en vie, est-il toujours aussi influent? Garde-t-il le pouvoir sur son armée? Son dernier signe de vie est un message audio enregistré il y a 5 mois, dans lequel il appelle ses soldats à combattre jusqu'à la mort. L'histoire dira s'il appliquera lui-même ce principe ou si un jour il devra répondre de ses crimes devant un tribunal.